Et c'est donc Arnaud Faller qui est avec nous pour entamer cette édition de Smart Bourse de la mi-journée, directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management, avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être là. Vous venez de mettre à jour vos scénarios de marché, je le rappelle, des scénarios tactiques à 3 mois que vous réajustez tous les mois chez CPR Asset Management. La dernière mise à jour a eu lieu en fin de semaine dernière, je crois, Arnaud, et permet de refléter l'idée que la balance des risques pour l'investisseur est désormais beaucoup plus équilibrée peut-être. Oui, effectivement. On a fait apparaître un scénario centré sur le fait que la Fed en est peut-être au bout du chemin, que le pivot Fed est en vue. Un scénario qu'on a proposé à 50%, qui est nouveau, où on verrait effectivement la Fed, en gros, monter encore de 75 points de base, évidemment, en novembre, mais après ralentir ses hausses des taux, notamment 50 points de base en décembre et pourquoi pas que 25 points de base en fin janvier. À côté de ce scénario, on maintient malgré tout le scénario qu'on avait en tête et qui était dominant avant, mais qui devient équilibré avec l'autre. Il était dominant, il avait 60% de proba et on fait baisser cette probabilité. Où on a une persistance de l'inflation. Il faut bien voir que la variable qui domine, évidemment, c'est bien l'inflation. C'est elle qui entraîne la totalité des variations de marché. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui fait en sorte que les banquiers centraux ont des discours très fermes, des actions très fermes d'abord, et ensuite des discours très fermes. Et on voit bien que dans ce scénario-là, on aurait d'ailleurs des marchés qui pourraient anticiper une récession un peu plus profonde. Moi, c'est le nouveau scénario qui m'intéresse, Arnaud, parce que en plus, d'autant plus que chez CPR, vous avez été très vigilant, on va le dire comme ça, sur la question de l'inflation depuis très très longtemps. Donc, je suis pas étonné qu'il y ait un scénario sur l'inflation qui persiste chez vous, mais comment est apparu ce scénario du pivot ? Et je veux bien qu'on définisse un peu ce concept de pivot de la Réserve fédérale américaine. Vous avez commencé à le faire, Arnaud. C'est l'idée que les hausses de taux, le quantum des hausses de taux va se réduire pour permettre à la Fed, à un moment, d'aborder une phase de pause. C'est ce que je comprends. Qu'est-ce qui fait apparaître et qu'est-ce qui vient nourrir ce scénario fondamentalement, Arnaud ? D'abord, il y a une convergence des discours. Que ce soit Bullard, Evans, des membres du comité de la Fed. Il y a aussi un article du Wall Street Journal qui est toujours bien informé sur les intentions de la Fed, de Tim House, qui évoque le fait que on va ralentir les hausses des taux. Les pas ne seront plus de 75 points de base, mais la Fed réfléchit à passer à des pas plus faibles et potentiellement après, évidemment, à faire une pause avant éventuellement de rebaisser fin d'année 2023. Mais pourquoi ? Parce que l'inflation totale devrait quand même malgré tout rebaisser, même si l'inflation core, donc c'est-à-dire hors énergie et alimentation, c'est un peu plus compliqué, mais la Fed est en train d'expliquer que le loyer qui compte pour beaucoup dans cette inflation est un indicateur retardé, 9-12 mois, parce que le loyer calculé dépend des prix de l'immobilier qu'il y avait il y a quelques temps. Donc c'est normal que ça se maintienne de manière un peu ferme, mais pour autant, si on exclut ce phénomène technique, l'inflation corps aussi devrait à terme rebaisser un peu. Pourquoi ? Parce que l'inflation cyclique de manière générale va baisser, la macro ralentit assez nettement. Alors, si on fait un split entre les indicateurs durs, pour l'instant, la consommation et la production tiennent un peu, mais les indicateurs de confiance sont très nettement revus en baisse, que ce soit les PMI qu'on a vus hier, quatrième mois de suite de contraction à 47,3. On avait vu les indicateurs de Fed régional, que ce soit la région de Philadelphie ou de New York la semaine dernière. On va le voir. L'ISM, on ne serait pas étonné que l'ISM de la semaine prochaine soit aussi en dessous des 50. Et puis on voit par exemple l'immobilier. Les chutes de volume, les indicateurs de confiance NAHB qui sont aussi en chute, ça ne se traduit pas encore sur les prix, mais quand les taux de immobilier à 30 ans sont voisines avec les 7%, on ne serait pas étonné qu'on ait une correction aussi sur les prix après avoir cette correction sur les volumes. Tout ça aussi dans une ambiance où les flux sur le marché marché obligataire à travers le monde pourraient être revus dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce qu'on a
on a deux pays qui finalement pourraient rentrer un peu dans l'ordre. D'abord, on a tous assisté à l'énorme surprise qu'il y a eu lieu sur le marché anglais, où on a eu une situation extrêmement dangereuse à un moment sur les fonds de pension, quand la politique fiscale budgétaire était vraiment incompréhensible. Rappelez-vous, donc les taux 10 ans anglais sont passés de 2,5 à 4,5 en quelques semaines. Mais aujourd'hui, heureusement, ils rebaissent et ils sont vers 3,65, 3,70. Donc le calme est revenu avec évidemment un changement, au prix d'un changement politique majeur, y compris à la tête, puisqu'on a un changement de Premier ministre, un changement du chancelier de l'échiquier. Donc il fallait bien avoir en tête que le marché anglais, croire qu'il était isolé, non, et il me semblait qu'il y avait un risque de contagion important en provenance de ce désordre anglais vers les autres zones, y compris évidemment zone euro, mais y compris États-Unis. Donc le fait que ce risque de contagion a particulièrement baissé fait que là aussi il peut y avoir un reflux sur le marché oblique dans le bon sens. L'autre pays qui aurait pu faire craindre beaucoup, c'est l'Italie, mais finalement on voit que le risque est plus faible. Pourquoi ? Parce que la composition du gouvernement a été annoncée, et notamment sur les postes clés que sont le poste du ministère des Affaires étrangères, mais surtout le ministère de l'Économie. Ce sont deux ministres pro-européens qui ont été choisis par la nouvelle Première ministre, et donc c'est là aussi le risque d'un marché obligataire très compliqué côté italien, c'est aussi amoindri. Et enfin, quand même, malgré tout, le dernier point que je voulais souligner, c'est sur la Chine. On a une confirmation très claire de plusieurs choses. Un, le ralentissement macro est bien établi, et on sera très loin des croissances de 5,5% qui avaient été projetées. Deux, certains avaient des espoirs sur l'abandon de la politique zéro Covid. Ces espoirs ont été totalement douchés post-congrès. Donc on voit bien que cette politique de zéro Covid va être prolongée. Il y a encore des mesures de confinement dans certaines zones. Donc ça va aussi entraîner un rythme de croissance relativement faible. Et puis, de manière générale, Xi adopte une ligne directrice assez dure, avec peu d'opposants autour. Et donc, on voit bien que le balancier qui était depuis une vingtaine d'années entre l'idéologie et l'économie restera pour au moins quelques années du côté idéologie et moins du côté économie. D'où le fait que donc l'ensemble de ces trois facteurs fait que il y a peut-être matière à revenir plus sur le marché obligataire, en commençant par le marché obligataire américain. Dans les portefeuilles, on a augmenté la duration, notamment sur le 10 ans américain. On pense qu'aux alentours de 4,20, c'est intéressant, d'abord en absolu, et aussi puisque le taux, évidemment, le taux de portage apparaît intéressant, mais aussi pour des raisons de perspective macroéconomique et de Fed, puisque dans le scénario pivot Fed en vue, on l'imagine rebaisser même jusqu'à 3,5. Le point important, c'est effectivement équilibré en termes de scénario, mais pour autant, en termes de variation de taux, ça paraît dissymétrie dans le bon sens. C'est-à-dire que dans notre scénario pivot Fed en vue, les taux longs américains baisseraient pas mal, alors qu'ils ne baisseraient plus, qu'ils ne montraient à peine dans le scénario persistance de l'inflation. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Le scénario pivot, Arnaud, quand on projette l'inflation américaine sur les 3, 4, 5, 6 prochains mois, oui, c'est cohérent avec l'idée que la Fed pourrait marquer une pause à un moment. Je rappelle que l'objectif est de revoir l'inflation à 2% aux États-Unis. On en est loin aujourd'hui. La dernière marque est très, très éloignée encore des 2%. Mais ça peut aller assez vite dans ce sens-là, Arnaud ? Oui, alors l'inflation totale plus que l'inflation corps, comme je l'ai mentionné. Et l'autre chose, c'est que la Fed aussi en tête qu'il y a un délai entre ce qui se passe quand on fixe les taux courts et la mise en œuvre dans l'économie. Et donc, ils peuvent tout à fait faire une pause pour vérifier que avec ces niveaux-là, on sera un peu en dessous de 5, mais on sera pas très loin de 5% en absolu sur les taux directeurs, donc c'est quand même un peu haut. Et donc on pourrait imaginer une inflation effectivement baisser, elle n'a pas forcément à 2, mais le rythme de descente malgré tout important à partir des 8,2 aujourd'hui. Mais la dérivée de l'inflation va être importante quand même, parce que c'est vrai que dans le discours jusqu'à présent et dans la fermeté du discours de la Fed, l'idée était de dire on est backward looking volontairement et on veut voir dans le blanc des yeux le smoking gun de l'inflation revenue à 2%. À partir du moment où on aura une dérivée quand même négative, vous dites les choses évolueront peut-être. Oui.
encore une fois, l'inflation totale, et on voit bien même le prix des matières premières de manière générale stagne ou rebaisse un peu. On ne voit pas le prix du baril exploser à la hausse. Parce que la Chine ralentit nettement, on voit bien l'ensemble des autres matières premières aussi être orientées finalement à la baisse. Donc c'est pour ça que dans ce scénario-là, on imagine effectivement que la dérivée sur l'inflation totale est assez forte et donc revenir pas forcément à 2, mais malgré tout bien baisser par rapport au 8 actuel. Qu'est-ce qu'on fait des actions dans ce contexte, Arnaud ? Exactement. Donc, il faut juste se rappeler sur le marché des actions, il y avait un préalable avant toute chose, c'est effectivement, est-ce que oui ou non le marché obligataire était calme ou pas. Donc, comme dans ce scénario-là, on voit le marché obligataire redevenir bien orienté, donc il y a un préalable sur les actions qui est en train d'être levé, tant mieux. Au passage, ça va permettre de fixer la valorisation du marché action en termes de PE. Parce qu'on sait très bien que les PE avaient pas mal baissé avec la hausse des taux. Là, si les taux ne montent plus, le PE ne baissera plus. Et donc, on aura un PE qu'il faut, en tout cas une visibilité sur les PE assez forte. En revanche, on n'a pas encore la visibilité assez forte sur les résultats. Certes, la saison des résultats, pour l'instant, à ce stade, est un peu mieux que redoutée sur les États-Unis, mais cette semaine on a 20% de la capitalisation boursière qui publie avec les GAFA, on a Google, Microsoft, Meta, Apple et Amazon dans les 3 prochains jours. Il nous semble que tant qu'on n'a pas une perspective assez claire sur l'ampleur des révisions en baisse sur 2023, c'est un peu compliqué pour totalement hisser les voilures. En revanche, ceux qui étaient très peu investis en actions, c'est une bonne idée peut-être quand même de remonter un peu les expositions, tout en étant sous-pondéré, mais ça nous paraît une bonne idée d'y aller par palier. Qu'est-ce qui pourrait nous faire basculer vraiment au-delà ? C'est encore une fois, une visibilité très forte sur les révisions de bénéfices, et 2, pour l'instant, on a encore des marchés très volatiles, et en termes de flux, il nous semble qu'il faudrait quand même encore attendre une capitulation du ménage américain, qui pour l'instant, certes, est parfois en moins-value, mais pour l'instant ne veut pas corriger des excès qu'ils ont eu dans le passé. Donc, oui, pour augmenter un peu sur les actions, mais en gardant pas mal de munitions parce qu'il y a encore d'autres points d'entrée. En revanche, sur les obligations, il nous semble que là, on peut y aller de manière un tout petit peu plus agressive, en commençant par les obligations d'État américaines. Merci beaucoup Arnaud pour ce scénario de marché nettement plus équilibré désormais, effectivement. Arnaud Faller, directeur général délégué et directeur des investissements de CPR Asset Management, était avec nous par téléphone.